Salut! Il y a quelques temps sortait un jeu qui s'appelait Roleplayer. Donc Roleplayer, c'était un jeu dans lequel on construisait en fait avec des dés, avec un système mécanique de dés, d'optimisation, d'utilisation de dés et de cartes, un personnage façon Donjons et Dragons. Donc avec tout ce que ça comporte, hein, les 6 caractéristiques, la force, la dextérité, l'intelligence, la sagesse, la constitution, et des cartes, donc d'équipements, des armes, des armures, des traits de personnages, des compétences. Et le jeu s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'une fois que les personnages étaient constitués, avaient leur valeur de caractéristiques, on établissait un nombre de points de victoire, et ça terminait le jeu. Par la suite, il y a eu 2 extensions, dont une importante avec des monstres, ça nous permettait de combattre aussi des monstres pendant le tirage, pendant qu'on faisait notre personnage. Ça donnait un côté un peu plus intéressant d'ailleurs au mode solo, puisqu'on avait autre chose à faire que des caractéristiques, mais on avait aussi des monstres à combattre, et ça donnait un petit objectif. Après, il y a eu aussi une extension avec des minions et des familiers, donc ça très sympathique, mais on restait quand même sur la création de personnages pure, ce qui limitait un peu le jeu, ce qui était un petit peu... ça crée un manque en fait, ça crée un manque parce qu'on se dit ok on a un personnage, mais on n'en fait rien. Et voilà-t-il, pas que débarque Roleplayer Adventures. Donc Roleplayer Adventures, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu ce qu'on rêvait, c'est-à-dire de dire, on a nos personnages qui sont créés, et ils vont partir à l'aventure. Donc dans Roleplayer Adventure, je vais vous le présenter, je vais vous dire ce que j'en pense aussi, et vous allez voir qu'on peut, d'une part, jouer que à Roleplayer Adventures, pas besoin d'avoir le jeu de base auparavant, mais ceux qui ont déjà le jeu de base, ils pourront utiliser les personnages, les transcrire dans le mode aventure, et jouer avec les personnages qu'ils ont tirés auparavant. Donc c'est un gros plus, on peut vraiment réutiliser tous les personnages qu'on a pu créer, et vous allez voir que c'est très très sympa. Je vous présente ça tout de suite. Donc dans Roleplayer Adventures, vous allez avoir pas mal de matériel, notamment donc, le livre de règles évidemment, des scénarios, des livrets de scénarios, donc ils nous font penser un peu aux livrets de scénarios Donjons et Dragons, des premières versions en tout cas, et donc vous en avez pas mal, hein. Ici j'en suis à la 3e aventure, et vous avez, donc là c'est la 2e, mais vous en avez jusqu'à... Vous avez tous ces livrets-là. Ça en fait pas mal. Donc 8 aventures, une aventure finale et une side quest. Donc une quête annexe. La première sert de tutoriel, donc elle est plutôt simple. Et dès la 2e, on commence à avoir des choses un peu plus serrées, on a un peu plus de niveau dans le test de compétences, on va voir ça. Donc voilà, à chaque fois vous avez une aventure, un livret. Ça suit en campagne, hein. On peut jouer les scénarios de 1 à 10 dans l'ordre. Et au fur et à mesure, vous aurez une aventure qui va se développer. Vous faites partie des hommes de main du roi, et vous allez en fait contre-attaquer un petit peu ou rétablir la paix dans le royaume. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme matériel ? On a des fiches de personnages, donc qui sont superbes, elles se tordent pas. On insère les fiches de personnages comme ça dedans. Je vais vous faire voir sur un personnage. Donc voilà, on va écrire la fiche et la glisser à l'intérieur. Donc les fiches de personnages, on va retrouver un peu ce qu'on avait dans un roleplayer classique. Sauf qu'ici, on va avoir un petit truc sur double niveau pour mettre justement l'endurance, mettre les points de fatigue ici. Ici, c'est le portrait de votre personnage. Votre classe de personnage ici. Les caractéristiques qui reviennent. Donc ici, c'est un personnage converti. Les 3 personnages que je joue font partie de personnages que j'ai fait dans le jeu de base. Et vous avez un système de conversion qui vous dit combien ça vous donne en valeur sur les caractéristiques, et combien vous avez de points de vie, et ensuite, avec ces valeurs ici, vous allez avoir un certain nombre de points de stamina, en fait, d'endurance, que vous allez pouvoir utiliser pendant le jeu. Ici, ça va être votre fatigue. Si votre fatigue atteint le niveau de vos points de vie, vous êtes KO, donc vous avez un système pour noter le nombre de fois où vous êtes KO, mais ça n'interrompt pas l'aventure. La classe de personnage, qui vous indique aussi la couleur du personnage, et vous permet aussi d'avoir une capacité. Ici, donc c'est un petit supplément. Alors pour ceux qui ont le KS et l'extension, Backstory, ça vous fait un petit supplément d'aventure lié à votre personnage. Donc chaque personnage va avoir sa propre aventure liée à sa classe de personnage. Donc ici c'est un prêtre, plus lié à sa backstory plutôt du jeu de départ. Tous ces éléments, on les retrouve sur des cartes pré-tirées de personnages, d'accord ?
des cartes de marché avec les armes, les traits, les skills, tout ce qu'on trouvait déjà dans le jeu de base, mais converti pour le jeu d'aventure. Donc ça, on va pouvoir y avoir accès quand on importe notre personnage, ou quand on a un personnage pré-tiré. D'ailleurs, je peux vous faire voir les personnages pré-tirés, hein, qui ont des noms avec des caractéristiques et ainsi de suite. Alors ça, c'est les familiers. Voilà, ici, je vais avoir un personnage pré-tiré avec son portrait, ses compétences, éventuellement d'autres choses en plus, et il a même une backstory, donc on peut jouer l'extension avec. Et il a un bon paquet, vous avez beaucoup de personnages pré-tirés, ce qui fait on peut vraiment jouer au jeu sans problème. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des cartes. Donc ici, j'ai une carte qui est mise en place, et chaque aventure va se dérouler sur une carte. Donc les cartes vont avoir des lieux avec des lettres, ici, et des petits endroits où on va avoir des rencontres aléatoires. Donc des rencontres aléatoires qui sont liées au scénario, mais qui sont disposées de façon aléatoire sur la carte. En plus de ça, on pourrait avoir, à n'importe quel lieu, parce que vous voyez que vous avez des symboles ici sur la carte, donc avec des colonnes et des lignes, avec un chiffre ici, puis un symbole, on peut avoir des cartes qu'on va découvrir, qui vont venir remplacer un emplacement ou s'ajouter, et agrandir la carte. Donc on va pouvoir découvrir des nouvelles zones, que l'on pourra explorer aussi. Le jeu est assez linéaire, je dirais pas qu'il est linéaire, parce qu'on peut aller n'importe où pour se déplacer, en suivant les chemins bien sûr, mais par contre il est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, une zone d'un livre dont vous êtes le héros, où on parcourra des chapitres. Mais c'est plutôt sympa, parce que c'est amené avec des cartes qu'on va découvrir, des rencontres que l'on va faire, des choix que l'on va faire, qui vont orienter l'aventure. Donc en plus des cartes, ici, et du matériel qu'on a déjà vu, on a donc des réserves de pièces d'or, des réserves, ça c'est des jetons de rencontre justement, ça c'est les pions pour ceux qui ont déjà eu les extensions d'expérience, on va gagner de l'expérience pour augmenter nos personnages, les dés qui sont liés aux familiers, les autres dés sont tous là, donc c'est pas les dés du jeu de base, hein, c'est un set de dés exprès pour le jeu d'aventure, mais ça reprend les mêmes couleurs, à part la couleur de l'or, et les points de stamina, de fatigue, qu'on aura une réserve, quoi. Ensuite, on a ici un gros livret qui est un livret de rencontres. Donc les fameuses rencontres aléatoires qu'on a sur les emplacements ici, qu'on ne connaît pas tant qu'on passe pas d'un lieu à l'autre. Donc en fait, comment ça se révèle? Je passe d'un lieu à l'autre. Si j'ai un pion qui n'est pas révélé, je le révèle. Et je vais lire ici, en fonction du scénario, le numéro qui correspond à l'événement ou à la rencontre. D'accord? Et donc c'est tout un livret pour tous les scénarios. Ensuite, j'ai encore un gros livre, donc ce gros livre-là, c'est pour si vous jouez avec le Backstory Codex, donc si vous jouez les petites aventures de chacun des personnages, donc vous avez, vous voyez, si on regarde l'index, ça c'est toutes les backstories existantes, et donc vous avez une petite histoire pour chaque backstory. Donc là, ici, moi, dans mon scénario, j'ai un apprentice, j'ai un hunter et un street urchin, et ils ont tous les trois une petite histoire, qui va être reporté sur chaque aventure. Alors comment ça se fait? Comment ça se passe? Ici, en fonction, on a une petite histoire au tout début de la campagne, et on va noter dans tel scénario, sur tel point de rencontre, sur telle zone, on va avoir une histoire personnelle, on va mettre son petit marqueur dessus, au début du scénario, pour savoir où est-ce que ça se trouve, et on devra, c'est une obligation par contre, s'occuper de cette partie d'aventure à chaque fois qu'on va quitter ce lieu. Ici, vous avez l'alignement qui peut changer au cours de la partie. J'ai pas encore vu d'impact sur le scénario. L'alignement peut changer en fonction des choix qu'on a, mais j'ai pas encore vu d'impact que ça peut avoir. Ensuite, truc très important, ici on a des fiches de rappel pour les combats et les tests de compétences, on va y venir. Et vous avez ici une feuille d'aventure. Vous avez une feuille d'aventure ici, donc moi j'en suis à la fin de mon deuxième scénario, qui va vous donner différentes informations. Ici vous avez la trace de la campagne, c'est-à-dire à quel scénario vous êtes, ça permet de sauvegarder en même temps, le nombre de fois où vous avez eu un personnage qui est tombé à 0, enfin qui n'avait plus d'endurance. Ici c'est la piste de maîtrise, donc on va pouvoir augmenter ces personnages au fur et à mesure du scénario. Ici c'est pour mettre les points d'XP, on pourra aussi écrire les points d'XP sauvés d'une aventure sur l'autre. Pareil pour l'or, donc là je suis en fin d'aventure et j'ai pas fait la partie amélioration de personnage, donc ça c'est ce que j'ai récupéré dans mon scénario numéro 2. Ici vous avez des bonus
roleplay, on va y venir quand on va voir les mécaniques du jeu. Ici, vous avez les titres. Donc ça, c'est les titres que vous remportez en cours de partie. Et ça, ils se conservent d'une partie sur l'autre. Donc en fait, tout ce qu'on va avoir, tous les équipements qu'on va trouver, tous les objets qu'on va trouver dans un scénario, ils vont être remis dans la boîte à la fin de l'aventure. Par contre, ce qui va rester, c'est votre expérience, votre or. Ce qui est indiqué ici, c'est donc les relations avec 3 factions, le roi, Starlit Dorfavor et Dragul, qui est un peu l'ennemi. Hein. Et comme on peut voir, moi je travaille pour le roi, mais j'ai plutôt augmenté ma partie avec l'ennemi. Et ici, les titres, donc qui sont liés à des choix que vous avez fait dans le jeu, que vous récupérez au fur et à mesure, et ben ils vont rester jusqu'au bout de la campagne. Et ils peuvent avoir une influence tout au long de la campagne, en fonction de ce que vous aurez fait. Ça laisse une trace, et c'est plutôt sympa. Hein. À chaque fois, c'est plutôt thématique au niveau de l'illustration, et le texte vous explique ce que vous avez fait. Et voilà ce que vous récupérez, ça vous fait une sorte de suivi de votre aventure et des choix que vous avez fait. Ici, vous avez la limite de jeu, c'est la limite de cartes qu'on peut utiliser pendant un tour, enfin, pendant un test, ou pendant un combat. Et ici, le nombre de dés que j'ai pour un combat au début du combat. Ici, vous avez une zone qui est vide, parce que j'ai terminé l'aventure, mais qui va se remplir avec des mots-clés. On va les écrire au crayon. Dans une aventure, on va écrire tous les mots-clés qui vont servir quand on va tomber sur un chapitre et va vous dire est-ce que vous avez tel mot-clé ou tel mot-clé, et ça va rediriger un peu votre aventure. Donc au sein d'une aventure, vous avez donc des conséquences de vos choix, puisque les mots-clés que vous aurez récupérés vont vous orienter par la suite. Et au cours de la campagne, c'est les titres qui vont jouer le rôle de critères permanents tout au long de la campagne. Sachant que les mots-clés ici, on les efface à la fin de l'aventure. Donc voilà, ça c'est la feuille de campagne qui nous sert pour gérer toute l'aventure. Ici, vous avez des emplacements pour Active et Items. C'est les cartes qu'on peut récupérer au fur et à mesure. Parce qu'on peut récupérer les objets, mais on perd les objets de l'aventure à la fin de cette aventure. Donc les objets qui sont marqués comme des objets, qui sont des cartes découvertes, qu'on a vu ici, avec toutes les cartes qu'on a. On a des cartes découvertes, dans lesquelles on peut avoir des morceaux de cartes, ou des objets du scénario, des cartes titres, qu'on va conserver tout au long de la campagne, et des cartes rares, qui sont des cartes d'équipement qu'on peut récupérer. Moi, ce jeu, enfin, j'en attendais pas grand-chose. J'avais envie d'avoir quelque chose qui aille au-delà du tirage de personnages, et je savais pas trop à quoi m'attendre, en fait. En faisant la campagne, j'espérais avoir un truc sympa, et je trouve que c'est... Le résultat est plutôt très satisfaisant par rapport à mes attentes, qui étaient plutôt faibles, parce que déjà le matériel est de super bonne qualité. Je vous dis, les plateaux doubles, ils sont très épais, ils ne se tordent pas du tout, et c'est super important. Ils sont très fonctionnels. Ça a été très bien pensé, la feuille de campagne idem, très bien pensée, tout est assez fluide, très logique dans le déroulement. Et vous avez des petites mécaniques de dés. Donc avant, dans le jeu de base, on avait une grosse mécanique, parce qu'à chaque fois on tirait des dés, on avait le marché, on choisissait ce qu'on voulait faire, on faisait placer les dés sur nos caractéristiques. Là, on va utiliser des dés en lien avec vos caractéristiques, mais d'une façon un peu différente. Alors il y a 2 situations qu'on va voir, qui vont nous amener à utiliser les dés, et qui sont le point mécanique du jeu, au-delà du fait d'avoir une aventure avec des scénarios. Si je dois prendre un exemple, par exemple dans ce scénario-là, vous allez voir comment c'est présenté, je vais essayer de pas regarder pour pas me spoiler, mais vous avez des chapitres par zone, donc les zones sont indiquées sur le côté, qui correspondent aux zones, aux lettres qui sont ici. Et quand vous allez arriver sur une zone, vous commencez à regarder le premier chapitre d'une zone, vous suivez exactement ce qu'on nous dit, il y a des choses qui sont obligatoires, des choses qui nécessitent un choix. Voilà, c'est très très simple à utiliser. Une fois que vous l'avez fait sur la première aventure, vous partez pour la campagne. Il va arriver certains moments où vous avez des tests de compétences à faire. Donc en fonction du choix que vous allez faire, on vous indique lors de votre choix ce que ça risque de donner comme test, ou du moins le test qui va suivre, s'il y a un test, il va utiliser telle ou telle caractéristique, qui font directement référence aux caractéristiques que vous avez ici. Et pour résoudre les tests, vous avez un cahier de tests. Un cahier de tests de compétences, qui va vous dire qu'il y a charme, concealment, deception, endurance, et ainsi de suite. Donc dans l'aventure, en fonction de votre choix, on va vous dire, et c'est avant de faire votre choix, après avoir fait votre choix, on va vous dire, ah ok, donc on vous explique la situation, et vous allez faire par exemple un test de force, de niveau 1, 2, 3 ou 4. Donc en fonction du niveau, vous allez dire, ok, je dois faire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Pour faire un test, pour réussir un test, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut placer les dés de la bonne couleur et de la bonne valeur dans l'ensemble des zones. Donc ici, pour un test de force de niveau 1, il faudra que j'ai un 2 rouge, un 4 noir, et un 3 qui soit rouge ou noir. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra.
Voilà, d'accord. Un 2 rouge, un 4 noir, et le 3 peut être rouge ou noir. On va avoir des cas où ce sera par exemple un vert ici, ici ça va être de plusieurs couleurs, d'accord. Donc comment ça se passe? Eh ben, la première chose qu'on va faire quand on va faire le test, c'est qu'on va créer un pool de dés. Ici vous avez, en fonction du niveau, une limite de dés. Et les dés, on va les prendre d'ici. Donc ce que vous allez pouvoir faire dès le départ, c'est choisir les dés que vous voulez. Donc ici, dans la meilleure des configurations, il faudrait que je puisse choisir un dé rouge, un dé noir, et soit un rouge, soit un noir. Pour faire ça, on va utiliser les points, donc les cubes d'endurance de nos personnages. Si je veux un dé rouge, il faut que je dépense un nombre de cubes d'endurance qui appartiennent à une caractéristique rouge, oui, donc qui correspond à la force, équivalent au nombre de personnages que je joue. Donc ici j'ai 3 personnages, il faudrait que je dépense pour choisir un dé rouge directement dans le sac, il faudrait que je dépense 3 cubes de stamina provenant d'une caractéristique force, donc du rouge, hein, puisque les couleurs sont bien rappelées ici. Donc je pourrais très bien prendre un ici, un ici, un ici. Les cubes dépensés vont dans la zone fatigue, donc forcément on va se rapprocher de la limite de fatigue qu'on peut avoir. Et je peux très bien dire, bah tiens, tout le joueur il prend ces 3 cubes, il les met là, et je récupère un dé rouge. D'accord? Ça me fait un dé rouge dans mon pool de dés en fait. Et ça va être la même chose pour si je veux prendre les 2 autres dés. Si j'ai pas assez d'endurance sur les caractéristiques demandées, par exemple j'ai une équipe faible en termes de force et le noir c'est la dextérité, et ben je peux m'arrêter à dire bah, j'ai pris un seul dé et je vais piocher des dés jusqu'à la limite, c'est-à-dire 4, au hasard dans le sac. Mais ce qui veut dire forcément que si je les pioche au hasard, j'ai pas forcément les bonnes couleurs. Une fois que j'ai mon pool de dés, donc on part comme ça, j'ai mon pool de dés, je les lance. Et maintenant, il va falloir que je fasse matcher les chiffres et les couleurs ici. Donc le 2 rouge par exemple, je pourrais le mettre ici, ok. Par contre, il nous faut un 4 noir, un 3 rouge ou noir. Et là se pose le problème, bah, comment je fais? Et c'est là qu'intervient la deuxième mécanique, qui est les cartes que vous avez. Donc en début de partie, en fonction de votre personnage, ou si c'est un pré-tiré, vous allez avoir un deck de cartes qui correspond à tous les traits, à toutes les armes, à toutes les armures, et donc les objets on les récupère en cours d'aventure, et les compétences que vous auriez tirées avec votre personnage. Donc le personnage, quand vous avez fait un personnage dans le jeu de base de roleplayer, vous avez le nom de tous ces trucs-là. Les compétences, les armes, les traits du personnage. Et ben, quand vous allez convertir votre personnage, en plus des caractéristiques, vous allez récupérer les cartes du jeu Roleplayer Adventures qui correspondent aux cartes qu'il y avait dans le jeu de base. Et ça vous fait un deck de cartes. Et ce deck de cartes va vous permettre d'influencer les dés qui ont été sélectionnés ici. Donc vous avez par exemple ici ma Chain Fold qui me permet de relancer un dé rouge ou un dé blanc. Ça c'est un objet que j'ai récupéré. Celui-là me permet de relancer un dé rouge ou d'augmenter de 1 ou de descendre de 1 un dé rouge, et ainsi de suite. Ici dans mon cas, je pense que j'aurais pas de quoi transformer. Si ici par exemple, bah non ça ne me servira à rien. Ici je peux incrémenter un dé rouge ou un dé blanc de 1 ou de 2. Et donc, chaque joueur va avoir son deck de cartes. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est de faire en sorte que chaque joueur puisse dépenser des cartes pour changer ses dés, les relancer, ajouter, les augmenter, ainsi de suite. Voilà la deuxième mécanique de cartes qui est super sympa parce que vous allez rechercher, à travers les decks de vos personnages, ce qu'il y a besoin de faire. Donc à ça, s'ajoute une mécanique de limite. On a vu sur la feuille d'aventure, il y avait une play limite qui est le nombre de cartes maximum que je peux jouer. Au début de l'aventure, chaque personnage peut jouer qu'une seule carte. Donc on a peu de possibilités de modifier. Il faut vraiment bien choisir, bien faire en sorte. Et en plus, on peut cumuler des cartes. Je peux très bien avoir une carte qui me convertit, par exemple, ce dé-là en dé rouge, ou ce dé-là, ou n'importe lequel en dé rouge, pour pouvoir le mettre ici, par exemple. Ou une qui le transforme en dé rouge et qui m'augmente de 1 à rouge, et hop, je le mettrai en 4 ici en rouge. Donc toutes ces cartes vont me permettre de modifier ça. Au niveau des cartes, vous en avez deux types. Vous avez les cartes qui n'ont pas d'indication sur elles, il n'y a pas de petit symbole ici, elles se mettent dans la défausse de votre personnage. Les cartes défaussées, on les récupère à la fin du test de compétences, on les récupère immédiatement dans la pile de cartes qu'on a en main. C'est à la fin, on récupère ces cartes-là. Par contre, les cartes qui ont une petite flèche là-haut, elles sont dépensées, on ne les récupérera que si on se repose. Donc d'accord, il y a une action de repos dans le jeu d'aventure,
qui va nous permettre de récupérer et les points de fatigue, c'est-à-dire les enlever, et récupérer les caractéristiques à fond, et récupérer les cartes dépensées dans sa main. Donc ça, c'est plutôt super important. En plus de ça, donc on a vu qu'on avait une limite. Moi, je suis passé à 2 en limite parce que grâce à l'expérience entre 2 aventures, j'ai réussi à augmenter cette limite. On peut aussi augmenter, on verra après, les dés de combat. Donc là, pour l'instant, moi, je pourrais très bien jouer 2 cartes par personnage. Si jamais j'atteins la limite et que j'ai un personnage qui a une carte qui est vraiment nécessaire pour réussir mon test, mais qu'il a déjà joué le nombre de cartes maximum, vous avez un nombre de cartes bonus qui dépendent du nombre de joueurs en début de partie. Et ça aussi, c'est un truc qu'on peut augmenter avec l'expérience, qui vous permet de dire, bah ok, lui il a déjà joué 2 cartes par exemple, j'utilise un pion, je le mets dans ma zone fatigue, et je peux jouer une 3e carte. Et tiens, hop, une 4e carte. Bon après j'ai plus de jetons, je pourrais plus le faire. Tant que j'aurais pas récupéré ces jetons-là, qu'on récupère, qu'on remet dans la réserve, en fait, sur la fiche d'aventure après un repos, on ne peut pas dépasser cette limite. Donc voilà pour la partie mécanique super sympa des cartes, parce que ça vous fait choisir entre... Alors, pour l'instant, j'ai pas eu trop de dilemme entre ce que je voulais mettre en dépensé. On se repose plutôt facilement. Dans les premières aventures, on se repose plutôt facilement. Je ne sais pas si par la suite, ce sera différent. Donc voilà, on a cet aspect-là. Et après, au final, donc vous avez... C'est pas parce que vous ratez un test que votre aventure est terminée, d'accord ? Vous ratez le test, bah vous allez, dans l'aventure, il va vous dire, bah, si c'est réussi, vous allez à tel endroit, vous faites telle chose, si c'est raté, vous faites telle chose. Ça va vous faire récupérer des mots-clés différents, des titres différents, potentiellement. Et en plus de ça, que vous ayez réussi ou non le test, vous avez des récompenses en dessous les dés que vous avez complétés. Donc par exemple, si j'avais complété, bon, ça c'est un 4 bleu, mais si j'avais complété ces deux-là, je récupérais 2 cubes d'expérience. Parce qu'il y a marqué 2 cubes d'expérience sur ces deux-là. Même si j'avais raté le test, d'accord ? Donc ça vous fait gagner comme ça de l'expérience. L'expérience, on en récupère en faisant les tests de compétences comme ça peut être dans les combats, on va le voir tout de suite. Sur les lieux, vous avez tout le temps un point d'expérience sur le lieu, qui est valable pour toute l'équipe. Donc voilà, vous avez cette mécanique pour les tests de compétences, et ça marche très bien. Ça marche très bien parce que déjà, avant de faire votre choix sur une action, on vous dit quelles compétences risquent d'être utilisées, donc ça vous oriente quand même plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire que si vous avez, par exemple, souvent on vous en donne 2 sur 3. Hein. Par exemple, quand vous avez 3 couleurs, on vous donne 2 caractéristiques principales qui correspondent à la couleur, et la 3e, on ne vous la donne pas. Donc ce sera à voir. Évidemment, quand on fera des tests, on essaiera de maximiser le nombre de dés qui vont correspondre. Là, dans mon cas, sur le test de force, j'avais largement de quoi faire pour avoir un dé rouge et 2 dés noirs, ou 2 dés rouges et 1 dé noir. Histoire d'avoir plus de chance. Ça ne veut pas dire que j'aurais réussi mon test, parce qu'il faut quand même obtenir les nombres. Il faut avoir les cartes pour manipuler les nombres, d'accord ? On a des cartes super sympas, par exemple ici, donc ça permet d'augmenter. Vous avez des cartes qui permettent de transformer une couleur en une autre. Ici, ça vous permet de dire si j'ai un 4, je peux le transformer en 2 ou en 6. Voilà, il y a pas mal de cartes. J'ai pas encore regardé si c'était super thématique quand on utilisait une carte par rapport au changement, mais bon. Et en plus de ça, vous avez les compétences de vos classes de personnages. Donc, par exemple, le sorcier, on choisit une valeur et on relance tous les dés qui ont cette valeur. Que ce soit des dés déjà placés ou des dés qui sont dans votre réserve de dés. On les lance et après on retourne la carte. Cette carte se retournera à nouveau, seulement si je me repose. Donc ça c'est pour les tests de compétences. Et vous allez voir pour les combats, c'est un peu pareil, mais un peu différent. Pour les combats, on va avoir le nombre d'ennemis qui sont dans le jeu, voilà, ils sont là. C'est que des cartes d'ennemis. Donc je vais prendre la basique, ce sont les bandits. Donc vous voyez qu'ici, on voit pour les bandits, on a le même principe. Le dé avec sa couleur qu'il faut obtenir, le chiffre à l'intérieur. Et ce qui est intéressant sur les bandits, sur les combats, c'est qu'ils se déroulent en 3 rounds. Enfin, 3 rounds maximum. On peut très bien terminer un combat en 1 round, ou en 2, ou en 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, donc, vous avez... C'est comme un test de compétences, finalement, hein, puisqu'on vous demande d'avoir des dés. Alors, c'est souvent plus varié, et puis quand vous faites le combat, vous ne savez pas à l'avance quelles compétences vous allez utiliser. Mais de la même façon que pour les compétences, on utilisait les points de stamina, ici c'est pareil. Si je veux récupérer un dé blanc, bah, je retire en tout 3 dés de stamina qui étaient dans la caractéristique, le blanc ça doit être la sagesse, pour avoir un dé blanc. Et ainsi de suite. On est limité en nombre de dés de combat par la limite qui se trouve sur la feuille d'aventure. Moi ici, au départ, au début du jeu, on a 3 dés. Donc vous voyez, sur un combat à 4, on a que 3 dés. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen pour ajouter des dés dans le pool de dés pendant le jeu. Et en dessous, vous avez des contre-attaques et des récompenses. Alors, pourquoi ?
Quand on fait un round de combat, on apporte ce qu'on appelle ici le dé de round, on le met sur le premier. Souvent, il n'y a aucune indication sur la première zone, il n'y a pas d'indication. On fait un round, on fait le pool de dés, on lance les dés, on change les dés avec les cartes, de la même façon que pour les tests de compétences. Si jamais on réussit, on récupère toutes les icônes de récompense. Ici, les icônes rouges, on s'en sert pas, c'est pas des icônes de récompense, mais on récupérait, ici il y a 2 pièces d'or, 1 pièce d'or, 1 dé d'expérience à la fin du combat, plus la résolution dans le livre d'aventure. Si jamais par contre on n'en a rempli que 3, admettons on a rempli ces 3 là, et celui-là n'est pas rempli, et à ce moment-là on ne récupère pas la récompense du tout, Par contre on se prend blessure 3, ça veut dire que chaque personnage, donc là c'est le cas du bandit, il peut y avoir d'autres monstres, chaque personnage va mettre 3 cubes de la réserve dans sa zone de fatigue, ce qui va simuler les blessures. Parce que si vous obtenez votre maximum en points de vie, vous êtes KO, et évidemment ça a un impact. Et une fois que vous avez récupéré la blessure, qui correspond à la contre-attaque des bandits finalement, vous activez l'effet qui se trouve sur le deuxième round, donc ici c'est on perd 1 pièce d'or, mais ça pourrait être des blessures, ça pourrait être autre chose, et on décale le cube pour faire le deuxième round de combat. Deuxième round de combat, on reconstitue un pool de dés, ça veut dire qu'on va dépenser évidemment de l'endurance. Pour reconstituer son pool de dés, donc peut-être nécessaire que pour la zone qu'on n'a pas complétée, parce qu'on ne remet pas à 0 à chaque fois, c'est pour compléter ce qu'on n'a pas terminé, pour essayer de terminer le combat avant la fin du troisième round. Donc, super sympa la façon de faire le combat. En plus de ça, vous avez des cartes modificateurs qui vont influencer le combat. Donc par exemple, vous pouvez avoir pour les bandits, je crois qu'il y avait un gang off. Pour les bandits, dans l'aventure, ils vont dire par exemple, soit c'est les bandits tout court les bandits, soit ils vont vous indiquer la carte de modificateur avant. Et à ce moment-là, il faudra tirer cette carte, la mettre à côté. Celle-là, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que pendant le premier round de combat, j'ai un dé de moins dans ma limite. C'est-à-dire que je peux combattre qu'avec 2 dés, ça veut dire que je peux collecter en fait avec mes personnages que 2 dés au départ pour faire mon combat. Donc ça va augmenter la difficulté du combat. Sur le premier round. Au deuxième round, on pourra avoir le nombre de dés maximum utilisable. Et voilà, une fois que vous aurez complété ça, vous récupérez les récompenses, ou pas, ça dépend. Il faut regarder dans l'aventure à quoi ça correspond, et c'est la suite. Donc, c'est 2 petits systèmes qui se ressemblent, mais pas complètement. Donc, un qui peut jouer sur plusieurs rounds, alors que le test, on ne le fait que sur une seule fois. Et qui est modifié, donc avec les mécaniquement, par ces cartes-là. Donc, les cartes qu'on a ici, elles ont tout un coup en haut à droite. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous allez pouvoir revendre les cartes qui ont un coût, on va pouvoir les revendre. Par exemple, on les revendra toutes pour 2 pièces d'or. Et on pourra les acheter entre 2 aventures. Qu'est-ce qu'on va faire pour acheter les cartes? On va mélanger les 5 decks de marché, qui correspondent aux compétences, aux traits, aux armes, aux armures, et je ne sais plus quoi d'autre. Et on va retourner la première carte de chaque, et on pourra parmi ce choix faire des achats. Donc on achètera avec la valeur. Pour certaines races, il y aura des discounts du prix. Ça peut dépendre parfois des caractéristiques, et ainsi de suite. Donc ça vous permettra de changer votre deck, pas forcément de le grossir, mais de le changer. De le grossir au départ, j'imagine, mais au bout d'un moment, vous aurez envie de vendre des choses pour acheter des choses plus intéressantes. Donc ça permettra d'orienter vos personnages aussi sur des compétences, sur des choses à faire, en fonction de leurs caractéristiques. Ça peut être très utile. Donc, vous voyez que toutes les mécaniques, elles sont super imbriquées, et elles sont pas forcément anti-thématiques, parce que forcément les combats, vous allez voir que ici le combat par exemple c'était qu'est-ce qu'on avait sur le bandit, mais c'était... Donc il y a de la sagesse, le bleu c'est quoi? C'est de l'intelligence, de la force, et là un peu n'importe quoi. Bon, je pense qu'ils ont fait un peu thématique par rapport aux choses. Au niveau des compétences, c'est le cas. En fonction des compétences, vous allez pouvoir utiliser des caractéristiques qui sont liées à cette compétence. Donc c'est assez thématique et c'est assez sympa. En plus de ça, la mécanique, elle est super légère et très facile à comprendre. Chaque personnage, même quand on joue tout seul, moi je joue avec les 3 decks, là, c'est tranquille. Alors je verrai à la fin de toutes les aventures si c'est gênant, mais c'est facile de faire le tour. Et en plus, on réfléchit quand même un petit peu pour essayer d'enchaîner les choses qui vont permettre d'avoir le bon résultat. Et vous avez toutes sortes de choses. Ici, par exemple, sur mon Hunter, j'ai donc Fearless, ça me permet de changer un 1 ou 2 et de lui dire que c'est n'importe quelle couleur pour le 1 ou les 2.
Vous avez ici, ça permet de retourner sur la face opposée, pour un rouge ou un noir. Voilà, vous avez pas mal de choses. Ici, ça permet d'avoir un dé en plus, donc c'est très important quand votre nombre de dés dans le pool est inférieur à ce que vous avez besoin au final, de pouvoir piocher un dé en plus, et lui il sera au hasard, donc vous ne connaîtrez pas à l'avance la couleur, par contre il arrivera avec une valeur de 4. Donc si vous cherchez un 4 de n'importe quelle couleur, très pratique cet enchantement. Truc super sympa aussi, les sets d'armure qu'on avait, qui étaient assez importants au niveau des points de victoire dans le premier, dans le jeu de base. Ici, sur un set d'armure, quand j'utilise plusieurs morceaux d'armure, mais du même set, donc ici par exemple j'ai 3 pièces de l'armure de cuir, et ben en fait la première va compter comme une carte dans ma limite de cartes, mais pas les suivantes. Donc là ici je vais par exemple pouvoir faire 3 relances en dépensant qu'une seule carte de ma limite de cartes. Donc très sympa aussi. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, je trouve que le jeu se déroule super bien. L'histoire est plutôt intéressante. En fait, vous êtes en mission pour le roi, mais vous vous rendez compte que les choix que vous avez au fur et à mesure d'aventure, ils sont pas forcément... Enfin, moi en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant, de ce que j'ai choisi en plus, on peut le voir grâce à mon suivi sur les relations avec les 3 factions, c'est que je suis plutôt... je fais plutôt l'inverse de mon job. C'est-à-dire que je fais les missions, mais pas de la façon dont on va le roi. Donc forcément, ça me fait descendre ma popularité auprès du roi, et ça me l'a fait augmenter sur d'autres choses, notamment au niveau des ennemis d'ailleurs. Parce que j'ai fait des choix qui me semblaient le plus sympas et plus utiles pour la suite de mon aventure. Donc j'espère que ce sera vrai tout au long de la campagne. Ce qui est bien, c'est qu'on ne le sait pas, et que potentiellement, on a les cartes de titre qu'on récupère, qui font partie des choix qu'on a pu faire, ou des résolutions de combat qu'on a pu faire, vont avoir un impact plus tard, on ne sait pas quand. Donc c'est super sympa, parce qu'on se trouve entre un livre dont vous êtes le héros plutôt léger, hein, les aventures, elles ne sont pas des gros livres, puisque vous avez chaque zone qui est découpée en chapitres, avec des embranchements en fonction de différentes choses, et à la fin, vous avez la fin de l'aventure. Donc même quand on vous dit, voilà, the end d'une aventure, quand on vous dit que l'aventure est terminée et que vous pouvez aller à la fin du livret d'aventure, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez continuer à circuler sur la carte, ici, tant que sur les paragraphes de l'aventure, on vous dit, vous pouvez soit vous déplacer sur un lieu, vous pouvez y aller, vous allez au lieu suivant, vous regardez s'il n'y a pas quelque chose qui change en fonction des mots-clés que vous avez récupérés, on ne sait jamais. Vous allez pouvoir utiliser des objets avec les lieux, donc par exemple sur un lieu, si j'utilise un objet, je vais prendre le chapitre, donc par exemple si c'était le chapitre E, et je vais associer les numéros, un peu comme dans Unlock, sauf qu'on ne fait pas d'addition là, je vais prendre le chapitre E, la carte 81, la carte machin, je vais voir s'il y a un chapitre. Généralement tous les objets que vous avez dans l'aventure, ils sont prévus, donc il y a un chapitre, même si ça ne fait rien. Vous allez dépenser potentiellement en fonction de l'objet de l'endurance, et voir ce que ça peut faire à cet endroit-là. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser les objets à différents endroits, vous allez pouvoir combiner les objets aussi, pour déclencher des choses dans l'aventure. Donc c'est pas super profond, c'est pas super complexe, ça c'est bien, mais ça suffit parce que vous avez pas mal d'aventures et ça vous fait une rapidité, un avancement dans l'aventure qui est plutôt sympa. Je vous dis, on avance au même rythme qu'un livre dont vous êtes le héros, sauf qu'ici pour les combats ou les tests de compétences, on va pas seulement jeter un jet de dés, on va faire un mini-game en fait, avec les dés en fonction des compétences qu'on a testées ou du combat qu'on a à faire, et les personnages qu'on a ici. Donc un système très très sympa. Alors, on peut pas le jouer en voyage, c'est plutôt difficile, parce qu'il y a quand même du matériel, mais c'est très sympa et ça donne toujours envie. Je trouve que les aventures sont pas pénibles, parce qu'elles sont pas longues d'une part, elles laissent de la liberté dans l'orientation ou dans les choix qu'on fait, et il y a toujours des choix qui sont pas forcément manichéens, hein, c'est pas tout blanc, pas tout rouge. On va se poser la question de savoir, est-ce que je vais aider un monstre que je devais décapiter, est-ce que je vais l'aider ou pas? Est-ce que finalement, vous discutez, c'est pas mieux que de lui trancher la tête directement? Est-ce que ça va pas m'apporter, alors peut-être, un mauvais regard de la part du roi ou de mon commandant, mais est-ce que ça va pas m'aider plus tard? Ou est-ce qu'en faisant ça, je vais me faire bananer, hein, c'est possible aussi. Donc voilà, et donc c'est une bonne surprise que ce Roleplayer Adventure, je trouve pas vraiment de défaut. Peut-être les aventures un petit peu linéaires quand même, parce que par la mécanique, je sais pas, j'en suis qu'au 3e, donc je pense que ça va augmenter petit à petit le niveau de difficulté des tests, des choix à faire. Ils sont peut-être plus importants au fur et à mesure, mais voilà, c'est super bien foutu. C'est très bien fait en fait. Il y a le livre de règles, j'y retourne pour une chose, c'est pour m'assurer que quand j'utilise une carte, c'est bien ce que je pense que fait l'effet, hein, mais vous avez ça comme effet sur les cartes.
Et voilà, c'est tout. Ici, selon les récompenses, donc on comprend très bien ce que ça veut dire. Les récompenses, les contre-attaques. Voilà. Je retourne pour ça, et parfois pour voir le détail du repos, pour être sûr que j'ai pas triché ou que je me suis pas trompé. Mais non. Le repos, c'est très simple. C'est que vous allez pouvoir dépenser de l'expérience. Donc pour 1 point d'expérience dépensé, chaque joueur va pouvoir lancer un dé pour récupérer le nombre indiqué sur le dé de points de fatigue. C'est-à-dire qu'on va lui retirer la fatigue de son lieu. Quand on se repose, on remet au maximum les compétences. On retourne les cartes de classe, et également on retourne le jeton fatigue, donc le jeton repos. Donc le jeton repos au départ il est comme ça, si on se repose on le met comme ça, mais après chaque test et chaque combat on le remet sur cette position là. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de difficulté à me soigner, à me reposer. D'accord ? On nous propose toujours le choix de se reposer à pas mal d'endroits. J'ai pas encore vu de choses où le repos était limité, mais peut-être que ça va arriver. Peut-être qu'il y aura des aventures où le paragraphe, ou l'aventure en elle-même, le contexte fera qu'on n'a pas l'option de se reposer. C'est une option, c'est un choix qu'on peut faire. Quand on se repose, on peut faire le repos et reprendre là où on était. Voilà. Mais vous pouvez très bien passer d'un endroit à un autre sans repos aussi. Donc il faut faire attention à votre niveau de fatigue. Voilà ce que j'avais à dire pour Roleplayer Adventure. C'est un super jeu d'aventure qui ne nécessite pas le jeu de base si c'était pas un truc qui vous plaisait. Maintenant, ceux qui ont le jeu de base et à qui manquait ce petit feeling d'aventure, c'est un complément parfait. Moi, avant de commencer le jeu, j'ai dit ok, je me refais 3 jeux de base pour faire 3 personnages. Donc j'en ai 2 qui sont quand même... Le jeu de base est quand même plutôt facile, je trouve. Après, ça dépend des jets de dés, bien sûr. Mais voilà, je me suis trouvé avec un orc, une naine et un humain, et ça marche plutôt bien. Mon orc est peut-être le plus faible, d'ailleurs, des 3. Mais ça marche super bien. Les illustrations sont toujours au top. Oui, le style d'illustration, de la high fantasy plutôt sobre, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est ces cartes qu'on peut récupérer pendant le jeu, hein, en fonction des choix qu'on aura fait. Souvent, on vous fait faire des choix entre une action, soit garder les objets, ou alors on choisit de faire autre chose, garder les objets. Voilà. Vous savez que vous allez pouvoir gagner un objet, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Donc ça vous mettra un petit peu en... Ça fera appel à votre sens, soit de la justice ou de l'appât du gain. Ouais, c'est vraiment super bien. Et en plus, l'avancement qu'on a pour les personnages, là j'ai une phase d'avancement par exemple. Là j'ai une phase d'avancement où j'ai des points d'expérience, j'ai des pièces d'or, donc qui me permettent d'acheter des choses au marché, pour augmenter les decks de mes personnages par exemple. Donc à quoi ça sert ? Ça sert à équilibrer un peu, vous dire ah oui, ça m'a manqué dans l'aventure, je pouvais pas changer ces couleurs-là. Il faut essayer d'équilibrer les decks pour avoir le plus de possibilités sur des couleurs de dés ou sur des valeurs de dés. Parce que c'est ça le but, au final, quand même, c'est de matcher, avoir le bon chiffre et la bonne couleur. Donc je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir augmenter avec mon XP, je vais pouvoir augmenter les points de vie de mes personnages, ou augmenter le nombre de... Je vais pouvoir augmenter en dépensant 3 XP le niveau de classe, le niveau de maîtrise, en fait, de compétences. Ce qui veut dire que je serai limité à 4, et puis après je serai limité à 5, et ainsi de suite. Et en dépensant 3 XP, je vais pouvoir faire augmenter de 1 la caractéristique d'un personnage. Donc avoir un cube en plus. Et là, c'est pareil, on regarde aussi si les combinaisons de 3 vont être possibles sur certaines caractéristiques. Donc on essaie d'équilibrer l'équipe comme ça. Et l'expérience permet aussi d'augmenter le nombre de cartes que l'on peut jouer par personne, par joueur, enfin par aventurier, ou le nombre de dés de combat. Donc il faut dépenser, pour cela, il faut dépenser 5 points d'expérience. Donc 5 points d'expérience, c'est quand même pas mal de points d'expérience, fin d'aventure, mais ça augmente le nombre de dés qu'on a au début d'un combat, et c'est assez appréciable. Surtout que là, je vais rentrer en aventure 3, je pense que je vais le faire, parce qu'on va rentrer dans l'aventure 3, où il y a une explosion de crise de vampirisme dans une cité souterraine, et donc forcément, ça va être peut-être un peu plus combat, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai eu un bon équilibre des combats. Voilà, donc ça permet de ces choses-là, et je trouve que c'est pas grand-chose, et ça marche très bien. Donc c'était Roleplayer Adventure, je vous le recommande. Franchement, c'est un jeu d'aventure que je vous recommande. Je sais pas s'il sera traduit en français. En tout cas, s'il l'est, c'est vraiment un super jeu d'aventure. Simple et efficace. Avec une partie mécanique qui est très intéressante et pas lourde. Voilà. Sur ce, ciao ciao.